Bien, je vous propose de commencer le séminaire d'aujourd'hui, que j'ai un petit peu développé avec Olivier Pradier et Dominique Bron sous forme un petit peu d'un cas mystère. Donc voilà, c'est un patient qui m'est envoyé le 16 décembre de l'année passée pour un problème de douleur abdominale et de splénomégalie. Donc, antécédent, l'obésité avec un indice de masse corporelle à 34 km², une notion de stéatose hépatique sur base d'un scanner d'abdomen qui avait été réalisé dans un contexte de lithiase rénale l'année d'avant. Et puis alors, il a développé quelques mois auparavant une stomatite herpétique. On reviendra sur cet épisode. Et puis, il a eu des crises de gouttes dans son contexte métabolique, mais il ne prend plus de médicaments. C'est un diplomate originaire du Moyen-Orient. Il ne fume pas, il n'a pas de consommation régulière de boissons alcoolisées. Pas de traitement habituel. Et donc, il y a une première partie de l'anamnèse. Donc, je délivre le tout. Donc, c'est peut-être un distracteur qui n'a rien à voir avec le reste, on le verra. Donc, début 2021, il est pyrétique, il a une aphthose importante avec un diagnostic présomptif de stomatite herpétique. On lui trouve à l'époque des ganglions sous-mandibulaires. Il a un syndrome inflammatoire important. On instaure un traitement antiviral et il y a un virage sérologique pour un herpès simplex. Pour moi, il n'y avait pas de mystère. Vous voyez l'évolution de sa CRP qui va rapidement se résoudre. Et vous voyez d'ailleurs, mois d'août et mois de décembre, qu'il a quand même des petites anomalies puisqu'il était déjà un petit peu leucopénique au mois d'août. Mais enfin, on peut dire qu'il avait son herpès à ce moment-là. Et avec une thrombopénie à 120 000. Quand je le vois, et on reviendra sur ses résultats, le 14 décembre, la première consultation, il reste sensiblement leucopénique et avec une discrète thrombopénie sans atteindre la ligne rouge. En fait, depuis plusieurs mois, il se plaint d'une gêne fluctuante du flanc gauche, sans irradiation particulière, en particulier scapulaire, pas de trouble du transit, pas de fièvre, pas d'altération de l'état général, pas de signe B. Et son examen clinique initial, dont je reprends les points principaux ici, les paramètres en dehors de l'obésité sont banals, pas d'adénopathie, les jugulaires sont pas turgescentes, pas d'angiome stellaire, rien au niveau thoracique, pulmonaire, cardiaque. La palpation de l'abdomen révèle une rate qui déborde le rebord costal avec une palpation sensible à ce niveau. Et pour le reste, l'examen est vraiment très banal. Et donc, la première conclusion que j'ai repris dans mes notes, gêne douloureuse du flanc gauche raisonnablement attribuée à la splénomégalie. Et point 2, il y a effectivement une splénomégalie, une thrombopénie, une leucopénie qui convient de bilanter et en particulier exclure un problème lymphoprolifératif, voire myéloprolifératif. Et les autres conclusions reprennent ce qu'on a vu dans les antécédents. Alors, comme point d'appel, il me paraissait raisonnable, compte tenu de la manifestation principale, de s'axer sur la splénomégalie plutôt que sur les lignées sanguines qui étaient, je dirais, que discrètement perturbées. Ceci dit, ça interviendra bien entendu dans la suite. Alors, si vous allez sur UpToDate, c'est un peu petit, mais je vous montrerai tout de suite d'autres classifications. Les causes de splénomégalie sont reprises en congestives, cancéreuses, infectieuses, inflammatoires, infiltratives, et puis des états dits hématologiques faisant essentiellement référence à des anémies hémolytiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On voit l'insuffisance cardiaque. Enfin, l'insuffisance cardiaque qui donne une grosse rate, ce n'est pas n'importe quelle insuffisance cardiaque. Et donc, j'ai repris ici ce qui paraît plus raisonnable, donc petite critique d'UpToDate à ce niveau-là. On distingue lorsqu'il y a des rates qu'on va dire congestives, des problèmes préhépatiques, intrahépatiques ou post-hépatitiques. Et c'est là où on retrouve des problèmes au niveau de la veine porte,
la cirrhose pour l'intrahépatique ou des maladies véno-occlusives. Et en ce qui concerne le cœur, c'est essentiellement de l'insuffisance cardiaque droite, en particulier des péricardites constrictives. Et on note également des Buchiari qui peuvent donner le même genre de problème. Et puis, qu'est-ce que je vois dans cancer? Le myélome multiple. Ça, c'est vraiment le truc qui est absurde de mettre ça, c'est même contre-productif de mettre ça. Quand il y a une rate, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est penser à un myélome multiple. J'ai repris ici un papier qui date d'il y a quelques années où ils avaient repris environ 1 000 personnes avec des myélomes. La rate non palpable dans 99% des cas, les ganglions non palpables dans 99% des cas. Et donc, si on traduit ça en termes statistiques, la valeur prédictive négative par rapport à un myélome lorsqu'on a une rate ou des ganglions, elle est extrêmement importante. Donc, up-to-date, 0 sur ce volet-là, et donc je mets en garde de se fier aveuglement à up-to-date. C'est très bien et ça donne beaucoup de possibilités rapides de prise de contact avec des pathologies qu'on connaît moins, mais c'est quand même assez irrégulier en fonction des chapitres qui sont traités. Alors, j'ai repris ceci qui revient dans le manuel MSD. C'est pas mal non plus, et c'est repris de Williams. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris une vieille édition, mais les choses n'ont quand même pas énormément changé. Et donc, on voit ici les anémies hémolytiques chroniques, les congestives, les infectieuses et inflammatoires. Donc, j'ai mis une flèche. Bon, donc ça, c'est la traduction en français, mais c'est un truc qui m'énerve. Hein. Donc, les maladies, donc, quand on parle du lupus ou de la polyarthrite, les maladies du collagène, non, les maladies du collagène, c'est le marfan, c'est l'herse dans l'os, ou comme ici, les troubles du tissu conjonctif. Parce qu'il y a des pleurésies et des péricardites, ça devient des troubles du tissu conjonctif. Donc, MSD, traduction, 0. Non, mais c'est vrai, non, c'est vraiment, c'est irritant, quoi. Bon, alors, que donne la prise de sang? Et donc, la prise de sang a été demandée par un confrère la veille, donc j'ai la prise de sang. Il n'y a pas d'anémie, ce point est quand même important. Vous voyez que les plaquettes sont à 137 000, donc il y a une discrète thrombopénie. Et il y a une discrète neutropénie et lymphopénie. Olivier reviendra là-dessus tout de suite. Au niveau des vitamines, tout est correct. La ferritine est strictement normale et d'ailleurs, il n'y a aucun syndrome inflammatoire. En ce qui concerne la chimie du sang, ben, on retrouve l'acide urique à 9,5. Les tests hépatiques sont normaux. Les immunoglobulines sont normales. La bêta-2 microglobuline, qui pourrait être un élément intéressant dans les infections, notamment lymphoprolifératives, est strictement normale. Et je vous ai repris l'électrophorèse des protéines, qui est tout à fait quelconque, et donc on ne distingue pas de pic monoclonal. Et donc, finalement, cette biologie est assez peu aidante, en tout cas, au diagnostic. Alors, pas de sting d'hémolyse, pas d'anémie, on barre cette possibilité. Au niveau des causes congestives, pas de stigmate de cirrhose, pas de stigmate d'insuffisance cardiaque. Pour ça que j'avais insisté sur ces points-là dans l'examen clinique. Les causes infectieuses ou inflammatoires, on distingue, comme vous voyez, des infections aiguës. On n'est sûrement pas dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, au plan infectieux, il n'y a absolument aucun syndrome inflammatoire, ni dans l'aigu, ni dans le chronique. Les connectivites, il n'y en a aucun élément clinique, et donc on écarte assez facilement ces diagnostics. Oui, alors un syndrome hémophagocytaire, il faut toujours y penser lorsqu'il y a plusieurs lignées qui sont entreprises, mais enfin ici, c'est vraiment très marginal. La ferritine est strictement normale, on ne parle pas de cela. Alors, l'amylose secondaire, tiens, ça marche. Hein. L'amylose secondaire, c'est assez intéressant. Et donc, en fait, on peut avoir une grosse rate en cas d'amyloïdose, mais ce qui est assez intéressant, cette rate qui est finalement infiltrée de quelque chose qui ne fonctionne pas, est associée non pas à de l'hypersplénisme, mais de l'hyposplénisme. Donc, c'est assez intéressant, les causes fonctionnelles d'hyposplénisme. Également, d'ailleurs, bon, ce n'est pas le sujet ici, dans la maladie cœliaque, on peut aussi avoir des affaires de ce type-là. Mais donc, ici,
bien qu'on trouve une splénomégalie dans près de la moitié des cas d'amyloïdose, on ne trouvera pas d'hypersplénisme et donc ça n'expliquerait pas nos lignées qui sont un petit peu diminuées, au contraire. Et dans le frottis sanguin, on aurait trouvé des corps de Joly. Donc, on oublie ces éléments-là. Les histiocytes, l'histiocytose, c'est cellules de Langerhans, je la garde quand même un petit peu en réserve. Bon, vous verrez pourquoi par la suite. Alors, on élimine les affaires myéloprolifératives, on est tout à fait dans notre sens, il n'y a rien de myéloprolifératif, les blancs sont plutôt bas, les plaquettes aussi, et donc il nous reste éventuellement des affaires plutôt lymphoprolifératives, et ne pas oublier non plus les maladies de surcharge, en particulier la maladie de Gaucher. Les éléments structurels, on a vu dans les CT précédents qu'il n'y a pas de piste ou autre affaire au niveau de la rate. Donc voilà la liste qui se réduit quand même assez considérablement. J'élimine dans les surcharges le Newman-Pick et le Tay-Sachs, qui sont des maladies, c'est de la neuropédiatrie, ça touche l'enfant, voire le nouveau-né. Par contre, la maladie de Gaucher, ça c'est autre chose. Alors, quelques mots sur la maladie de Gaucher. Voilà, M. Gaucher, hein. Philippe Charles Ernest, pour ceux qui l'ignoraient. Donc, c'est la plus fréquente des maladies de surcharge lysosomiale. C'est dû à un déficit en glucocérébrosidase, et donc il va conduire à une accumulation lysosomiale de dérivés lipidiques. C'est quand même pas une maladie fréquente, 1 sur 60 000 naissances, avec différents types. Alors, il y a des types 2 et 3 qui touchent, et là, de nouveau, c'est plutôt de la neuropédiatrie. Par contre, le type 1 est une forme chronique non neurologique, et ça, c'est la forme de loin la plus fréquente de cette affection. Et le diagnostic se fait dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Et donc, dans ce bon papier de la revue de médecine interne, déjà, le titre est assez intéressant. Quand penser à une maladie de Gaucher? J'ai repris un petit peu d'abord, à quel moment on le diagnostique. Vous voyez que l'âge des premiers symptômes, l'âge médian, c'est 15 ans, mais ça va, c'est comme Tintin, presque comme Tintin, c'est pas de 7 à 77, mais de 0 à 77 ans. Et donc, on peut être amené à poser ces diagnostics, et vous voyez que l'âge médian du diagnostic, c'est 7 ans plus tard que l'âge des premiers symptômes, donc ça veut dire que ça traîne, et que par ailleurs, en pathologie adulte, on peut être concerné par cette affection. Alors, la présentation clinique est extrêmement variable, ça va de forme absolument non symptomatique pendant longtemps, une maladie génétique qui va se diagnostiquer à 77 ans, c'est quand même pas courant, et donner lieu éventuellement à des formes très sévères. Splénomégalie est quasi constant, donc ça c'est un point qui est quand même vraiment intéressant, et avec, au plan des conséquences de cette splénomégalie, un hypersplénisme avec des cytopénies qui sont dominées par la thrombopénie, et avec éventuellement une thrombopénie symptomatique, d'autant plus que les plaquettes ne sont pas d'excellente qualité, donc on peut avoir comme signe révélateur éventuellement des hématomes. Hépatomégalie dans 60 à 80% des cas. Et l'autre entreprise d'organes qui est importante, et vous verrez pourquoi j'insiste sur cette maladie de Gaucher, c'est que l'atteinte osseuse est extrêmement fréquente sous différentes formes. Et donc, il y a une infiltration osseuse qui peut se caractériser par des douleurs brutales, un peu comme on pourrait le voir, c'est un autre sujet, dans une anémie à cellules falciformes, avec des douleurs extrêmement brutales, des tassements vertébraux, de l'ostéoporose, une arthrose précoce. Enfin, le volet osseux de cette affection est extrêmement important. Alors, au plan biologique, thrombopénie dans 90% des cas, une anémie une fois sur deux, les atteintes de la lignée blanche, c'est plus rare, souvent une hypergammaglobulinémie polyclonale, et puis peuvent, dans ce contexte de stimulation B, peuvent sortir un, deux ou plusieurs clones. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, sauf s'il y a une surinfection ou si on se trouve dans un contexte d'infarctus osseux. Alors, quand suspecté, splénomégalie, thrombopénie,
hépatomégalie, atteinte osseuse, je vais y faire référence, une hyperferritinémie dont on ne connaît pas la cause, une gamopathie monoclonale, et bien entendu, s'il y a des antécédents familiaux. Et par ailleurs, au plan de l'origine, c'est une prévalence plus importante chez les juifs ashkénazes. L'évaluation initiale est finalement calquée sur le tableau de gauche. On ne va pas trop insister sur cet élément-là. Et la confirmation du diagnostic, c'est une mesure biochimique de l'activité de l'enzyme qui est défaillante ou alors une analyse du gène de la glucocérébrosidase. Et là, on a le diagnostic. Au niveau des prélèvements biopsiques, il y a les fameuses cellules de Gaucher qui sont en fait des macrophages qui sont bourrés de lysosomes, encombrés de lipides. Donc, on peut déjà, sur une biopsie, évoquer, une biopsie osseuse par exemple, évoquer très certainement une maladie de Gaucher. Bien, néanmoins, la prévalence étant quand même plus faible que des affections lymphoprolifératives ou que des histiocytoses, on se penche quand même sur l'examen de ces lymphocytes. Est-ce qu'au niveau sanguin, en particulier un lymphome qui toucherait la rate, le sang pourrait être un élément intéressant? Et puis alors, on va dans les bonnes références et on appelle Olivier Pradier pour nous expliquer ce qu'on va voir dans ces lymphocytes. Olivier. Merci. Merci, Elie. Donc, nous sommes lors du premier examen et donc on voit effectivement une formule avec une leucopénie, une neutropénie assez forte, mais aussi une lymphopénie, c'est un peu plus rare dans les syndromes lymphoprolifératifs, et la présence de monocytes. Et cette présence de monocytes est confirmée, c'est l'image qu'on voit ici, ça c'est l'image de cytométrie. Donc je vous rappelle. Ouais, je ne sais pas, ici ça ne marche plus. Okay, ton doigt, le mien. Non, le mien non plus. Quoi? Non. Oui, mais ça c'est pour nous. Ouais, okay. Et donc on voit sur cette image en fait qui est une image de cytométrie qu'on peut voir effectivement les neutrophiles, les lymphocytes, les petites cellules brunes, ce sont des basophiles, et on voit effectivement la présence de monocytes. Donc la monocytose donnée par les automates d'hématologie est confirmée, donc la présence des monocytes. Et donc on fait le typage. Là, je vous ai mis 3 typages contrôle. Vous voyez qu'il y a des typages dans lesquels les cellules sont plutôt bleues et des typages dans lesquels les cellules sont plutôt brunes. Alors les cellules bleues sont plutôt des cellules de type lymphocyte B mémoire, qui viennent donc des ganglions. Alors ça, ce n'est pas la normale, hein. C'est souvent quand il y a une infection chronique et que donc les lymphocytes B des ganglions recirculent dans le sang. La normale, c'est plutôt les images que je vous ai montrées en brun. Et donc là, on voit effectivement essentiellement des cellules brunes qui sont des cellules d'origine splénique. Ce sont les cellules de la rate, puisque la rate, c'est l'organe lymphoïde secondaire du sang. Et donc, ce qui circule dans le sang, c'est essentiellement des cellules de la rate. Et on voit donc cette image où on a effectivement une bonne distribution kappa lambda. Et puis, tout à droite, on a notre patient. Alors, il y a un peu moins de points, c'est normal parce qu'il y avait une lymphopénie, mais on voit effectivement une image où on a l'impression que le kappa lambda est bien balancé, tout à fait normalement. Et quand on regarde le petit plot en bas à droite, eh bien, la population est tout à fait normale, si ce n'est que c'est effectivement plutôt des cellules mémoire qui circulent. Et donc, voilà. Mais sinon, de notre côté, on a conclu à ce moment-là qu'il n'y avait rien. Il n'y a pas de signe d'un objectif, pas de monoclonalité. Donc, on a aussi recherché la monoclonalité T, hein, donc dans le cadre de la LGL qui donne des leucopénies. Il n'y avait rien de ce côté-là. Et donc, dans les lymphomes d'origine splénique, ils sont pourtant pratiquement toujours détectables dans le sang. Et donc, c'est comme ça qu'on conclut qu'il n'y a pas de lymphome visible. OK, bien. Donc là, je suis un petit peu, je suis un petit peu embêté, disons. J'aurais préféré que tu me dises quelque chose de positif. Bon. Et donc, je dis, OK, bon, maintenant, si Olivier n'a pas pu m'aider, peut-être que le PET scan va m'aider. En tout cas, la question était de savoir, finalement, est-ce que cette rate est inflammatoire ou pas inflammatoire. En tout cas, vous voyez ici qu'il y a confirmation sur l'image scanner de la splénomégalie. Et en fait, cette rate, bon, elle chauffe un peu, mais vous voyez qu'un
le SUV max est de seulement de 4,7, donc ce n'est pas une rate qui est extrêmement active. Elle est modérément active. Mais en fait, la surprise vient d'autre chose, c'est que le PET nous montre ceci, à savoir des captations. On a quand même beaucoup plus forte intensité au niveau des ischions et au niveau du fémur gauche, où il y a une captation vraiment importante. Et donc là, on est interpellé. Et puis alors la question se pose à ce moment-là de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller piquer dans cet ischion ou dans ce fémur? C'est quand même un acte un petit peu cavalier. Ou bien peut-être voir une région qui serait peut-être plus accessible. Après, on va discuter avec les radiologues, on convient qu'une résonance serait utile. Et alors, vous voyez, cette résonance, bon, j'ai remis des petites flèches, on voit une infiltration majeure, pas uniquement du haut du fémur gauche, mais des deux fémurs, du bassin. Bon, on n'a pas toutes les vertèbres ici, mais les vertèbres sont également infiltrées. Donc, il y a une infiltration osseuse majeure, et donc il va finalement assez bien avec plusieurs choses. En tout cas, une maladie infiltrative, et la maladie du gaucher fait partie de cette possibilité de diagnostic. On fait une scintigraphie osseuse. Alors, scintigraphie osseuse est intéressante à deux titres. D'abord, par rapport à une éventuelle histiocytose, et donc si on pense à la maladie d'Erdem-Chester comme modèle d'histiocytose, là, la scintigraphie osseuse peut être tout à fait pathognomonique, avec des captations extrêmement marquées, mais sur la partie distale des os longs. Et donc, on peut voir ainsi, sur une scintigraphie osseuse, de dire ça, c'est un Erdem-Chester, c'est une histiocytose. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit ici. Ici, cette scintigraphie osseuse est strictement normale, et le protocole ajoute donc aucune lésion à caractère ostéoblastique détectée, ni de l'ischion droit, ni du fémur gauche. L'IRM avait proposé un diagnostic de lésion myélomateuse, et les inotopistes reprennent en disant, ben voilà, ici on a une scintillose comme dans un myélome. Encore une fois, 99%, pas de rate dans le myélome, il n'y a pas de pic monoclonal. Voilà, donc on garde seulement ça. Donc finalement, ceci aide quelque part pour écarter une maladie histiocytaire, mais au-delà de ça, on reste néanmoins interpellé par la discordance qu'il y a entre cette image de la résonance qui montre une infiltration majeure de l'ensemble du squelette, quasi, et une scintigraphie osseuse qui finalement est utile lorsqu'il y a une réponse ostéoblastique. Donc on peut dire quand même que cette infiltration osseuse ne s'accompagne pas de réaction ostéoblastique. C'est un renseignement qui peut être intéressant pour la suite. Et donc, on se retrouve avec finalement deux grandes possibilités. Malgré tout, une hémopathie maligne, mais enfin qui pour le moment est loin d'avoir fait sa preuve. Tout est négatif, plutôt sur le versant qui serait le versant lymphoïde, et une maladie de surcharge, en écartant le dernier point, l'histiocytose, auquel on croit plus fort, mais où la maladie de Gaucher pourrait constituer une alternative diagnostique. Alors, un grand silence dans l'Assemblée. Ah, Arnaud Belu, leucémie à tricoleucocyte. On peut peut-être lui donner la parole. Non, il n'y a pas eu de fond d'œil, Daniel, il n'y a pas eu de fond d'œil qui a été demandé. On peut donner la parole s'il a un micro à cet invité surprise. Docteur Bolu, exprimez-vous. Pourquoi est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Ah, voilà. Ben, épidémiologiquement, je trouve que ça colle bien parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, une nette dominance des hommes par rapport aux femmes, et c'est cet âge-là en règle générale. Et le tableau clinique, il ressemble assez fort, en tout cas tel qu'il est décrit
dans les synthèses point of care. OK. Et dans les synthèses point of care, dans le sang, on voit rien? Ben, habituellement, si, mais enfin, je pense pas que j'ai pas tout à fait compris comment dire, l'exposé de biologie clinique, mais j'ai l'impression qu'il y a des marqueurs de sous-spécificité des lymphocytes B qui n'ont pas été évalués, ou alors j'ai mal lu. OK. Euh, population B, ça avait été évalué, il n'y avait rien de B. Nous, on avait recherché une monoclonalité B, il n'y avait pas. Hein, il n'y avait pas. Voilà. Okay. Et l'autre point qui est quand même un peu interpellant par rapport à une maladie à lymphocytes chevelus, c'est que d'habitude, les monocytes sont vraiment effondrés. Hein. Et donc, pour ça qu'on avait insisté sur ce point-là. Ici, les monocytes sont normaux. Enfin bon, retenons, de toute façon, pour le moment, voilà, on est un petit peu dans l'expectative. Donc, gardons votre hypothèse. Gardons votre hypothèse. OK. Et donc, à ce moment-là, l'idée est d'aller faire un prélèvement. Et donc, ça, c'était aussi l'avantage d'avoir fait la résonance. Et finalement, il y en avait partout. Et donc, on pourrait se contenter, effectivement, d'une biopsie osseuse en crête iliaque. Et donc, voilà, donc j'ai repris le protocole CURPAT avec les renseignements cliniques, hein, histiocytose, maladie de surcharge ou gaucher. Et en fait, la biopsie montre une infiltration lymphoïde, aspect en rayon de miel, et donc cette moelle est infiltrée de lymphocytes. Et le marquage CD20 montre qu'il s'agit plutôt de lymphocyte B. Et voilà un peu la conclusion de nos anatomopathologistes. Moelle hématopoïétique, siège d'infiltration lymphomateuse, dont l'aspect morphologique et le profil immunohistochimique seraient compatibles avec une leucémie à tricoleucocyte, voir si présence de la mutation BRAF comme élément additionnel. On rappelle Olivier en disant « Et alors ?» Bien. Et donc, on voit ça. Donc là, on est dans la cytométrie de la moelle. Donc, vous voyez, ça, c'est une cytométrie complète. On voit toutes les populations cellulaires médulaires. On voit d'ailleurs avec plaisir une mastocytose, auquel on ne s'attendait pas. Et on voit qu'effectivement, des lymphocytes B sont anormalement présents. Et puis, on regarde la monoclinité. Et là, clairement, il y a une population qui est tout à fait pathologique, qui est donc colorée en rouge ici, et qui apparaît sous la forme de, vous voyez, j'ai même marqué RXL, qui apparaît sous la forme de population monoclonale lambda, qui exprime fortement le CD10. Et puis, on va faire effectivement là tous les marquages, les sous-marquages, et c'est effectivement clairement une population RXL qui a un typage tout à fait typique. Donc, vous voyez, le bloc au-dessus, c'est l'expression de 3 marqueurs qui sont tout à fait typiques de RXL, qui sont le 103, le CD11C et le CD25 qui sortent de façon magnifique. Le seul marqueur qui doit être négatif est négatif, c'est le CD23. Donc, on a le diagnostic de RXL. Alors là, on se dit, voilà, on fait le même diagnostic que la NAPAT, c'est un diagnostic de RXL. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on regarde en arrière et on reprend le sang. Donc, au milieu, la population rouge va me servir de population de référence. Donc, on va faire en fait une espèce de technique de recherche de maladies résiduelles. On reprend le sang du 21 et effectivement, il y avait une population circulante, mais c'était un bruit vraiment extrêmement faible. Ça représentait 2 cellules par microlitre. Et donc, je ne les ai pas vues. Elles étaient vraiment trop petites et sans avoir un marquage spécifique, sans une recherche spécifique de maladies de RSL. C'était en dessous de notre seuil de détection. Vous voyez que le kappa lambda est strictement normal, sauf que dedans, il y a quelques cellules de RSL qui étaient présentes, mais pas visibles. En tout cas, sur la morphologie au microscope, ce n'était pas visible. Hein. C'est moins d'une cellule pour 1000. Hein, donc, Et donc, tu as le même sentiment que le footballeur revivant le match, s'étant trouvé seul face au but et ayant mis la balle à côté. Voilà. C'est un peu le même sentiment. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, mais bon, seuil de détection à 1 sur 1000, c'est quand même un petit peu difficile. Oui, d'accord. OK, on pardonne. OK.
Alors, bon, vous vous souvenez, on avait parlé dans le protocole ANAPA de la mutation BRAF. Et donc, voilà, je vous présente la protéine BRAF, hein, qui est en fait un proto-oncogène. Et donc, cette BRAF mutée, c'est une thréonine kinase, et donc qui va en fait être appliquée dans une voie de signalisation qui augmente la survie cellulaire. Et donc, c'est par cet effet-là qu'il va y avoir une prolifération de certaines cellules. C'est quasi dans toutes, ce n'est pas 100%, mais c'est plus de 90% des aéricelles, mais ça se trouve également dans d'autres situations pathologiques, notamment dans des histiocytoses à cellules de Langerhans, dans des lymphomes spléniques, mais également dans d'autres tumeurs, et en particulier dans le mélanome, dans la thyroïde. Donc, le cancer de la thyroïde, c'est important de rechercher ce type de mutation, car ça peut être une indication de succès de traitements qui viseront ce proto-oncogène. Et donc, on l'a recherché et au niveau de la moelle, on a bien mis en évidence le variant assez classique du gène BRAF, le V600E, et donc ceci étant une autre façon, une troisième façon de confirmer que c'était bien ce diagnostic. Alors, on a bien entendu, les internistes se contentent de poser les diagnostics. Après, pour certaines disciplines, ils continuent, pour d'autres, ils passent la main. Et donc, c'est pour ça que Dominique est là. Vous m'entendez? Oui. Et donc, merci Elie de m'avoir invité à discuter du cas. Évidemment, quand on arrive et que le diagnostic est posé, c'est beaucoup plus facile. Et donc, dans les 20 minutes qui vous restent, voilà ce que je vais balayer avec vous. Donc, c'est quoi une Hairy-cell leukemie? Donc, une leucémie à tricoleucocytes, mais vous allez voir que ce n'est pas une leucémie, en fait, c'est un lymphome. Donc, je profiterai qu'on a une assemblée assez polyvalente pour vous rappeler exactement c'est quoi un lymphome et pourquoi on appelle ça plutôt un lymphome qu'une leucémie. Quand faut-il y penser? Donc, ça a déjà été abordé par le professeur Kogan, mais aussi le docteur Bolu, là, qui a bien anticipé le diagnostic final. Et puis, je vous parlerai de l'impact de toutes les recherches sur cette cellule et des implications thérapeutiques aujourd'hui. Et puis, quelle est l'espérance de vie de ce patient, puisqu'on est quand même devant un jeune patient. Donc, voilà. Alors, c'est quoi une Hairy-cell? Et c'est une... Donc, c'est une maladie qui est fascinante, qui est rare, mais qui est fascinante. Et déjà, peut-être pendant vos études, ça vous a intrigué quand on parle de cellules chevelues, parce que déjà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand dans les cours, on parle de cellules chevelues. Et donc là, vous voyez bien sur la petite image que ces lymphocytes ont un aspect que les morphologistes d'ailleurs identifient immédiatement et nous appellent quand ils voient des cellules qui ont ce type de morphologie. Et donc, depuis que la classification internationale pour les hémopathies malignes et surtout les hémopathies lymphoïdes a été retravaillée en 2008, donc on a bien caractérisé. Et donc, en fait, il s'agit non pas d'une leucémie, mais d'un lymphome qui se développe à partir de lymphocytes B mémoire, donc de lymphocytes assez matures, et pour lequel aujourd'hui, pour poser le diagnostic, comme Elie vous l'a dit, on doit avoir la présence de cette mutation du gène BRAF, qui est une sous-entité de l'oncogène RAF, comme le RAS, qui sont des oncogènes, comme il vous l'a dit, de prolifération. Alors, c'est une maladie extrêmement rare. Je ne sais pas, ça m'a frappé, la maladie de Gaucher, c'est 1 sur 60 000. Ici, on est à 0,3 sur 100 000. Oui, je faisais la réflexion à Olivier, finalement, c'est encore plus rare qu'une maladie de Gaucher. Voilà. Quoi. Donc, ça m'a frappé, la maladie de Gaucher, finalement, qu'on voit très peu. Donc, la Hairy-cell, et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur une année, des Hairy-cell leukemia. Et c'est une maladie qui touche en général l'adulte jeune. Ça ne touche pas les enfants. On n'a jamais vu d'enfants
enfin prépubère en tout cas, mais ça peut toucher des adultes plus âgés. Mais en général, c'est un homme d'âge moyen qui arrive à la consultation. C'est une maladie qui tuait il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui a une espérance de vie pratiquement similaire à la population générale, en tout cas plus de 80% à 5 ans, et pour lequel le traitement avait évolué. Donc, au début, on a eu des succès avec l'interféron, qui est en partie lié au fait que ces patients, souvent, n'ont pas de monocytes et ne produisent pas d'interféron. L'interféron n'est pratiquement plus utilisé sauf dans des situations de grossesse. Si on a une patiente qui arrive enceinte avec cette maladie, on peut temporiser avec l'interféron, mais ça n'est pas le meilleur traitement. La splénectomie, comme vous l'avez entendu, c'est un lymphome de Lahat, donc on a eu des survies très, très longues après des splénectomies, quand on n'avait rien d'autre. Et on voyait même les clones périphériques disparaître. Mais depuis 1990, donc on a ce traitement qui est basé sur des analogues de purine. Et ce qui est aussi fabuleux dans cette maladie, déjà la présentation, mais c'est qu'un seul traitement et le patient est en rémission complète pour plus de 10 ans. Donc, à l'époque, on ne guérissait pas, mais les patients étaient en rémission pour plus de 10 ans. Et puis après 10 ans, si la maladie revenait, on refaisait le même traitement, et puis là, il avait de nouveau 5-6 ans, et puis on refaisait le même traitement. Donc finalement, la survie était très, très longue. Donc il n'y a pas d'autres exemples en oncologie où avec un traitement de 5 jours, vous avez une réponse qui dure aussi longtemps. Donc c'est déjà une maladie fascinante dans sa façon de se comporter. Mais alors, c'est une maladie pour laquelle on a fait beaucoup de recherches. Et donc, les recherches qu'on a faites sur cette maladie ont finalement eu beaucoup d'impact sur les autres tumeurs. Donc, c'est clairement une maladie du lymphocyte B mature, donc elle exprime l'antigène CD20. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé? Puisqu'elle exprime l'antigène CD20, est-ce que cette maladie va être sensible aux anticorps monoclonaux qu'on a, qui sont dirigés contre cet antigène de surface? Soit l'anticorps monoclonal seul, soit l'anticorps monoclonal couplé à une toxine. Et donc, on a vu effectivement que les anticorps monoclonaux sont extrêmement efficaces, mais pas tout seul. Tout seul, ça donne des réponses de moindre durée que les analogues de purine. Alors, vous l'avez entendu, ce BRAF muté fait partie du diagnostic, et c'est exactement la même mutation qu'on avait retrouvée dans les mélanomes et pour lequel on avait fait un traitement ciblé, qui est le Vemurafemib. Je ne sais pas s'il y a des oncologues généraux dans la salle, mais ce traitement est beaucoup plus efficace dans la RSL, parce que cette mutation qui est sur la voie de la prolifération est une mutation extrêmement importante, tandis que dans le mélanome, la mutation BRAF fait partie d'un pool de mutations, et donc on doit cibler plusieurs mutations pour pouvoir guérir, mais c'est quand même efficace dans les mélanomes, et c'est extrêmement efficace. Vous voyez que 100% de réponses objectives, ce n'est pas toujours des réponses complètes, mais 100% des patients répondent. Il y a déjà un analogue qui a été produit, le Dabrafenib. Alors, c'est aussi une des premières maladies où on a montré que la maladie résiduelle, puisque je vous ai dit, souvent on traitait, et puis ces patients étaient pendant 10 ans avec une maladie indétectable par la morphologie, mais si on allait plus loin, par la cytométrie ou par la biologie moléculaire, on voyait que cette maladie était latente, et puis elle réapparaissait 10 ans plus tard. Et donc, on s'est rendu compte que la durée de la réponse était vraiment liée à la profondeur de la maladie résiduelle. Et aujourd'hui, dans pratiquement toutes les hémopathies, on adapte maintenant. On voit que la maladie résiduelle est extrêmement fondamentale pour la durée de la réponse, et qu'on doit descendre le plus bas possible dans la maladie résiduelle. Et puis, on a, comme c'est une maladie du lymphocyte B, on a énormément de nouveaux médicaments qui arrivent. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais tous ces médicaments se révèlent extrêmement actifs. Donc, quelqu'un qui a dit cyniquement, on a plus de traitements aujourd'hui pour la RSL qu'on a de patients. Alors, pourquoi cette maladie, on l'appelle un lymphome et pas une leucémie? Et donc, j'en profite pour vous rappeler exactement c'est quoi un lymphome. Et donc, j'ai repris ici le schéma de l'hématopoïèse où vous avez la cellule souche qui se différencie donc au sein de la moelle en cellule souche lymphoïde et en cellule souche hématoïde. Enfin, pour ceux qui sont dans la salle, je peux utiliser la souris. Et donc, ça, ce sont des cellules qu'on ne trouve jamais dans le sang, qui sont des cellules souches, donc myéloïde, lymphoïde ou pluripotente. Et donc, la cellule myéloïde donne dans le sang les éléments comme les monocytes, les granulocytes, les globules rouges et les plaquettes. Donc, ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. On est dans la lignée lymphoïde qui donne dans le sang le lymphocyte T, après être passé dans le thymus, les lymphocytes B, après différenciation dans le ganglion, et les natural killers qui sont aussi différenciés dans le thymus. Alors, dans les pathologies malignes lymphoïdes, ce qu'on a le plus, en fait, c'est la leucémie
lymphoïde chronique. Alors, c'est quoi la leucémie lymphoïde chronique? C'est en fait un lymphocyte B très mature, donc qui est tout au bout de sa différenciation entre la cellule souche lymphoïde et le lymphocyte B qui est dans le sang, qui a perdu sa capacité de vieillir et de mourir. Donc, c'est une cellule assez indolente qui s'accumule, c'est ce qu'on appelle des maladies d'accumulation, avec énormément de cellules dans la moelle, dans le sang, dans les ganglions, et donc ça s'appelle leucémie parce qu'il y a énormément de cellules dans le sang, et c'est une leucémie chronique. La plupart de ces maladies sont souvent indolentes. Alors, par rapport à la leucémie lymphoïde chronique, les lymphomes, en fait, ce sont des maladies qui se développent quelque part entre la cellule souche lymphoïde et la cellule mature. Donc, elle touche la lignée T, elle touche la lignée B, elle touche la lignée NK. Donc, toutes ces pathologies s'appellent des lymphomes. Et donc, ça peut toucher des cellules dans le thymus, ça peut toucher dans le ganglion, ça peut toucher des lymphocytes T dans le sang. Et donc, selon le niveau de différenciation, donc il y a tous ces lymphomes aujourd'hui, des lymphomes T, des lymphomes B, des lymphomes NK, avec qui soient matures ou immatures, si c'est plus en amont dans la différenciation. Alors, si vous avez une atteinte de la cellule souche lymphoïde tout à fait immature, alors de nouveau, vous avez une leucémie aiguë lymphoblastique. Ça, c'est un blocage de maturation. Donc, cette cellule-là subit un accident génétique qui fait qu'elle ne se différencie plus et qu'elle s'accumule dans la moelle et puis elle passe dans le sang et elle donne des leucémies lymphoblastiques aiguës, donc et surtout la leucémie de l'enfant. Alors, où se trouve notre héricelle dont on parle aujourd'hui? Eh bien, elle est là. C'est un lymphocyte B mature, pas tout à fait mature, mais qui est quand même un lymphocyte B mémoire déjà, donc qui a cette mutation qui touche un oncogène de prolifération. Et donc, ce sont des cellules qui vont proliférer, ils vont être sensibles à des médicaments qui inhibent ce gène de la prolifération, mais c'est aussi une maladie où il y a une anomalie du gène de l'apoptose, et donc ils vont aussi être sensibles à des médicaments justement comme la cladribine qui vont s'intégrer au DNA. Et donc aujourd'hui, et je crois que le cas l'a bien illustré, pour poser un diagnostic de lymphome, on a besoin des nucléaristes, vous savez, on a besoin du PET scan, on a besoin des radiologues pour le scanner, on a besoin évidemment des cliniciens, on a besoin des cytogénéticiens de la biologie moléculaire, on a besoin des pathologistes, et vous avez vu de la cytométrie, c'est vraiment, et la fluorocytométrie, donc le typage lymphocytaire est fondamental dans tous les lymphomes aujourd'hui. Donc on a 60 lymphomes B et 15 lymphomes T à minima aujourd'hui dans la classification. Et donc, comme on a des lymphocytes partout, on a des lymphocytes T dans la peau, dans le foie, dans le tube digestif, la plupart des lymphocytes T se développent au niveau du tube digestif, du foie ou du sang ou de la peau. Et les lymphomes B se développent plutôt dans les ganglions, dans la rate, puisque c'est là qu'on a essentiellement les lymphocytes B. Pas tout à fait, on y reviendra dans la discussion. Donc, quand est-ce qu'il faut penser à une héricelle leukémie? Et donc, souvent, je dis aux étudiants, il faut y penser quand vous voyez un homme d'âge mûr qui arrive avec des douleurs spléniques ou une splénomégalie et une neutropénie ou une sensibilité aux infections. Alors déjà, peut-être quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est quoi les critères pour une splénomégalie? Donc, dans son plus grand axe, c'est plus que 13 cm. Donc, jusque 13 cm, on surveille, on ne fait rien. Si ça dépasse 13 cm, en volume, c'est si ça dépasse 300 cc, selon la corpulence du patient, évidemment. Et à ce moment-là, on s'inquiète et on fait des mises au point. Donc, la neutropénie et la sensibilité aux infections qui est liée à cette neutropénie. Et puis, dans un quart des cas, les patients, ils ont d'autres symptômes comme le lymphome, la perte de poids, la fatigue. Il y a rarement des maladies, des manifestations de type vasculite qui peuvent être associées, qui sont décrites associées. Et on peut avoir aussi une thrombopénie, c'est plus rare. L'anémie est beaucoup moins fréquente dans les signes de diagnostic. Alors, quand on pense héricelle leukémie, il y a une maladie qui est beaucoup plus redoutable que la héricelle leukémie, qu'on appelle la héricelle leukémie variant, et qui se présente un peu de la même façon. Mais heureusement, aujourd'hui, on a bien caractérisé ces deux maladies, et donc le tableau est un peu différent. Donc, elles se présentent toutes les deux avec une population B, monoclonale, une splénomégalie, avec une prédominance d'hommes, mais c'est essentiellement dans la héricelle que
que la prédominance masculine est très importante. L'âge moyen, en général, est plus bas, mais les patients avec une hérisselle variante sont plus âgés. Et comme vous avez vu, on peut avoir des hérisselles jusqu'à 90 ans. Donc, pour un cas isolé, ça ne va pas nous aider. Ce qui va attirer l'attention, c'est la personne qui fait la moelle, qui va nous dire « j'ai eu beaucoup de mal à aspirer ». Et ça va attirer pour une hérisselle leukémia, alors que dans l'hérisselle variante, c'est le même type d'aspiration que dans un lymphome classique. Alors, la monocytopénie, elle est extrêmement fréquente, mais ici, ça c'était vraiment le piège, parce qu'il avait tout d'une hérisselle, mais d'habitude, on a besoin de cette monocytopénie. Ça fait partie du tableau, et donc ça nous a désorienté le fait qu'il n'y ait pas de monocytopénie. Donc, pourquoi ça s'appelle leucémie? C'est parce qu'à l'époque, évidemment, ces maladies, on ne les guérissait pas. Et donc, si la maladie évolue, elle évolue vers des lymphocytes B qui passent dans le sang. Et c'est pour ça que ça s'appelle hérisselle leukémie, parce qu'on voyait ces cellules dans le sang, comme si c'était une leucémie. Mais vous avez compris, c'est un lymphome de la rate. Et il ne passe sous sa forme leucémique que vraiment si on l'a laissé traîner pendant des années, parce que c'est des maladies qui sont très, très indolentes. Donc, ce sont des lymphocytes B, CD20, CD22, CD19. Donc, ces cibles-là sont utilisées pour le traitement. Et Olivier vous l'a bien dit, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'hérisselle si on n'a pas le CD25, le CD103 et le CD11C, ce qui n'est jamais présent dans la forme hérisselle variant. Et la mutation du BRAF fait partie du diagnostic de la hérisselle, alors qu'elle est absente dans la hérisselle variant. Donc, c'est extrêmement important de voir les biologistes moléculaires et la cytométrie de flux pour poser le diagnostic de hérisselle. Alors, le traitement, ça, je vais passer vite parce que c'est vrai que ce n'est pas l'objet du grand tour de médecine, mais c'est pour vous montrer à quel point on progresse en oncologie. Donc, vous avez ici la cellule malade et on s'est rendu compte qu'il y a des gènes impliqués dans la survie, la différenciation. Donc, si la cellule survit parce que ces gènes de prolifération sont activés, mais il y a aussi des gènes déréglés dans ce qu'on appelle l'apoptose et la résistance aux médicaments classiques. Et donc, ces deux mécanismes sont impliqués dans la hérisselle et ça, on le sait aujourd'hui. Alors, les analogues des purines, vous vous rappelez tous les 4 bases purines et pyrimidiques de l'ADN. Donc, le traitement qu'on donne aujourd'hui est vraiment une base donc, qui s'intègre dans la synthèse de l'ADN et donc qui va casser la prolifération de la cellule qui se divise parce que ces cellules quand ces cellules sont en division, elles vont intégrer ces analogues de purine. Alors, cette cascade de prolifération qu'Élie vous a montré avec la sous-entité du RAF, qui est le BRAF, qui active le MEC et l'ERK, toutes ces cascades de signalisation vont entraîner une prolifération. Donc, on a maintenant les BRAF inhibiteurs et bien sûr, la présence d'antigènes est aussi une cible. Donc, en fait, toutes ces molécules sont disponibles aujourd'hui, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui est remboursé en Belgique. Il y a les analogues de purine et l'immunothérapie. Le reste n'est pas encore remboursé en Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer avec les analogues de purine? Donc, je vous ai dit, c'est déjà exceptionnel. On donne une cure, donc en sous-cutané pendant 5 jours, donc c'est très confortable pour les patients. On donne 0,1 mg/kg en sous-cutané pendant 5 jours. Donc, la cladribine, c'est une adénine qui s'intègre dans le DNA et va casser et faire mourir la cellule qui l'a intégrée. Mais vous voyez ici, ce n'est pas du tout les courbes qu'on voit d'habitude en oncologie. On est à 20 ans de follow-up et on a encore 50% des patients qui sont des patients qui ont en moyenne 50-60 ans. Donc, vous voyez que l'espérance de vie, elle est pratiquement similaire à la population générale. Et donc, ces chiffres-là qui remontent à une étude de 2011 ont encore été confirmés dans des études récentes. Donc, on vit en moyenne 20 ans maintenant avec une hérisselle. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est encore plus que 20 ans. Alors, bien sûr, avec les anticorps monoclonaux et tous les résultats spectaculaires qu'on a eus avec le rituximab dans tous les lymphomes B, on a tenté de voir si on pouvait améliorer les résultats de cette adénine, donc la cladribine, avec les anticorps monoclonaux. Et donc, en rémission complète, c'est difficile de faire mieux parce qu'on est déjà à 90% de réponse avec la cladribine. Mais là où on a amélioré le résultat, c'est en maladie résiduelle. Et c'est là qu'on a appris que plus on descend bas dans la maladie résiduelle, plus les gens vont rester longtemps en rémission complète. Et vous voyez qu'ici, on a, même chez des patients en rechute de hérisselle, quand ils sont traités par le CDA plus l'anticorps CD20, on a encore 100% de patients qui sont vivants, enfin qui sont sans progression à 5 ans. Donc, ce sont vraiment des résultats exceptionnels. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc cette étude où on a comparé
cladribine plus rituximab chez des patients non traités ou chez des patients en rechute. Toutes les études ont montré qu'on descend plus bas dans la maladie résiduelle et donc on a des durées de réponse plus longues. Mais c'est quand même un traitement très immunosuppresseur parce que la cladribine tue tous les lymphocytes T, tous les lymphocytes B, l'anticorps monoclonal cible les CD20. Donc on met le patient dans un état d'immunodépression très profonde dont il met quand même presque 1 an à récupérer. Alors voilà l'importance de la maladie résiduelle. Donc ça, c'est la courbe avec CDA plus Ritux, et ça, c'est la courbe avec CDA sans rituximab. Vous voyez que le nombre de patients qui ont eu une rémission moléculaire, c'est-à-dire qu'on détecte moins de 1 sur 100 000 cellules. Et donc, vous voyez que ces patients-là sont beaucoup plus nombreux quand on fait le traitement combiné et que leur survie, elle est pratiquement en plateau. Donc, on est très, très haut dans la survie. Alors, on s'est demandé, est-ce que les anticorps monoclonaux ne peuvent pas être utiles tout seuls, puisque la cladribine donne quand même des effets secondaires d'immunodépression pendant longtemps? La réponse est non. Les anticorps sont actifs, mais seuls, ils donnent moins de rémission complète et des réponses plus courtes. Et alors, le BRAF inhibiteur, donc il a été développé pour les mélanomes, il a été utilisé dans le traitement de l'aéricelle, extraordinairement efficace. Vous voyez, en réponse, tous les patients répondent. En rémission complète, là, il est un peu moins efficace, mais là où il est moins efficace, c'est en maladie résiduelle. Et c'est un traitement aussi en fait, qui maintient la maladie sous contrôle, mais c'est un peu comme le Glivec pour la CML, si vous lâchez, ça revient. Donc c'est vrai que c'est un traitement pour le moment de salvage et qui n'est pas passé en première ligne parce qu'il n'a pas du tout l'efficacité. Alors ce qui est extrêmement important, déjà dans toutes les pathologies hématologiques, mais particulièrement pour les RICL, parce qu'on va les rendre immunodéprimés pendant 1 an avec le traitement, c'est qu'il faut anticiper donc les infections en pneumocystis, les infections mycotiques et les réveils de zona ou d'herpès. Donc, ils sont tous sous prophylaxie Bactrim acyclovir jusqu'à ce que les lymphocytes aient récupéré soit un taux normal pour l'herpès, soit 200 T4 pour le pneumocystis. Donc, les patients peuvent être neutropéniques aussi, donc c'est extrêmement important de ne pas ajouter la neutropénie à la lymphopénie. Donc, s'ils sont neutropéniques en raison de la splénomégalie, on ajoute des facteurs de croissance. Extrêmement important de les vacciner contre tout ce qu'on peut, la grippe, le Covid, la pneumonie. Et maintenant, on a le vaccin zoster qui est là. C'est important aussi, ça c'est moins connu, on les rend tellement lymphopéniques qu'on les met un peu dans des états de patients greffés et donc ils sont susceptibles de développer des GVA sur des transfusions. Donc les patients qui ont eu de la cladribine doivent avoir des produits sanguins irradiés, mais heureusement c'est rarissime que ces patients développent de l'anémie au point de devoir être transfusés. Et alors il faut faire tous les screenings pour les virus qui se réactivent quand on est lymphopénique, donc les BV, l'HCV, l'hépatite A, vérifier que l'HIV, s'il y en a un qui est suspecté, soit bien contrôlé. Et aujourd'hui, le Covid. Donc, c'est le supportification des patients qui vont vivre longtemps. Certains peut-être seront même guéris. Et donc, c'est extrêmement important de ne pas les tuer avec le traitement. Et voilà. Donc, on a les guidelines américains, mais qui sont tout à fait calqués sur les guidelines européens. L'indication de traitement, c'est une maladie tellement indolente que l'indication de traitement, c'est le patient symptomatique. Donc, notre patient, il est symptomatique, il avait mal à la rate, il a un début de neutropénie qui s'installe, un début de thrombopénie, même tout ça est encore très, très modéré. Il faut qu'il soit, donc, soit des critères de maladie symptomatique, comme les lymphomes indolents, on le traite par une cure de cladribine. Et si le patient est en rémission moléculaire indétectable, on arrête. Si le patient n'est pas en rémission moléculaire indétectable, aujourd'hui, on ajoute le rituximab. C'est vrai qu'avec le Covid, on avait très peur d'ajouter des traitements immunosuppresseurs, mais donc maintenant, ça va repartir. En tout cas, pour notre patient, ça va être comme ça. Et quand il rechute, vous avez vu, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, la dernière dia, c'est quelle est l'espérance de vie de ce patient. Donc, l'espérance de vie est indépendante de l'âge, donc 60 ans, plus ou moins de 60 ans, donc les courbes de survie de ces patients sont les mêmes. Vous voyez qu'ici, de nouveau, on est à 300 mois, donc on est pratiquement à 25 ans, avec toujours 50% des patients, donc très, très proche de la courbe de survie d'un patient de cet âge-là. Alors, on a eu très peur il y a quelques années parce que les Français avaient fait une publication en 2014 disant qu'il y avait 15% de tumeurs après 10 ans chez des patients qui avaient reçu la cladribine.
Et là-dedans, il y avait 10% de tumeurs solides et 5% de tumeurs hématologiques. Donc, ils viennent d'actualiser leurs données. Et en fait, en réanalysant tous ces patients qui avaient développé des tumeurs, avaient des facteurs de risque pour développer ces tumeurs. Et donc, aujourd'hui, le traitement reste la cladribine. Voilà, je pense que c'était ma dernière dia. Ah ben oui, donc en résumé, notre patient, il a un lymphome avec la mutation BRAF. Il est dans la tranche d'âge. Ses chances, il aura une seule cure de cladribine. Il aura l'anticorps monoclonal s'il n'est pas en rémission en maladie résiduelle indétectable. Et donc, son espérance de vie aujourd'hui pratiquement similaire à la... Voilà. Merci. Non, c'est bien, c'est parfait, parfait, Dominique. Bon, il y avait une question pendant que je réactive ceci. Il y avait une question par rapport à son histoire de stomatite herpétique quelques mois avant. Est-ce que c'est Daniel Guineur qui posait la question? Est-ce que c'est lié? Probablement que c'est déjà un signe d'immunodépression sous-jacente. Hein, oui. Surtout que ça avait quand même l'air d'une herpétite sévère. Ouais. OK. Question? Ah, attends. La splénectomie n'a plus sa place alors dans ce traitement? Donc, elle a sa place dans les maladies réfractaires. Donc, aujourd'hui, on a tellement bons résultats. C'est l'autre caméra. Donc, elle a sa place dans les maladies réfractaires parce que tous les traitements de salvage qu'on a ne sont pas des traitements qui donnent des réponses indéterminées à long terme. Et donc, on finit par faire des splénectomies. Okay. Et deuxième question, est-ce que ce sont des malades qui présentent des fractures pathologiques devant l'infiltration? Non, on n'a pas eu le temps d'y revenir, mais ça a été vraiment la surprise, c'est qu'on avait un PET scan qui captait de manière très impressionnante, mais quand on a confronté avec le radiologue il dit « mais moi, je ne vois rien ». C'est curieux, cette affaire. Et en fait, c'était la médulaire qui était positive et l'os n'était pas touché. On a fait une scintigraphie osseuse, aucune activité ostéoblastique à la scintigraphie osseuse. Et le patient n'a pas de douleur osseuse. J'ai tapé sur ses hanches avant de… Alors, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vacciné. Malheureusement, on a vu que c'était un patient… il ne s'était jamais occupé de ses dents, qui fumait, donc il avait des chicots dentaires. Donc, j'ai demandé de s'occuper de ses dents en priorité parce qu'on va le mettre sous un traitement qui risque de réveiller des abcès. Et donc, il vient de terminer tout ça. Il a fait tous ses vaccins, il a soigné ses dents. Donc, il va commencer son traitement la semaine prochaine. Mais c'était très curieux de voir la discordance et l'importance du PET scan qui a montré l'infiltration médulaire alors que l'os n'est absolument pas touché. Ouais. Docteur, si je peux vous demander, cette infiltration médulaire, on est bien d'accord qu'elle est secondaire en fait. Oui, elle est secondaire. Où est-ce que je vais en mettre? Oui, là, c'est bien. Alors, tu peux… Si tu veux répondre à l'intervenante, voilà. N'arrête pas le progrès. Et donc, effectivement, donc l'origine de la maladie est dans la rate, donc l'infiltration dans le sang et dans la moelle, c'est secondaire. Oui. Comment on explique en fait Moi, j'ai été très interpellé par la dia du docteur Kogan qui disait que donc les myélomes n'avaient pratiquement jamais de rate ou de ganglion. Comment on explique qu'ils parviennent par après à réenvahir la moelle alors que normalement ils sont à un stade de différenciation plus avancé vu que c'est des plasmocytes? Oui. C'est aussi une histoire qui a été difficile à comprendre. Maintenant, on a compris, en fait, ce sont des cellules très matures, puisque ce sont des plasmatocytes, donc c'est des lymphocytes B qui produisent un anticorps. Donc vraiment, on ne peut pas imaginer un lymphocyte B plus mature, mais ce qui se passe, c'est qu'il circule et il n'y a que dans la moelle qu'il va trouver l'interleukine 6 dont il a besoin pour survivre. Ah oui, donc, ce lymphocyte pathologique a besoin d'interleukine 6 et donc il va rester dans des niches au niveau du micro-environnement médulaire. Et là, il va effectivement se développer, rester accroché à sa niche parce qu'il a besoin d'IL6. Et on ne verra des leucémies à plasmatocytes circulant que dans des formes terminales de maladies, comme on voit aujourd'hui. On a tellement de traitements pour les myélomes qu'on finit par avoir des leucémies à plasmatocytes. Merci. Et la raison de la neutropénie et de la thrombopénie, donc ça pourrait être l'hyperspénisme ou alors des facteurs sécrétés par ces
ces lymphocytes mutés qui vont inhiber C'est la… quelque chose que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Donc, ces cellules B matures libèrent du TGF-bêta qui donne la fibrose médulaire qui aggrave la pancytopénie et libèrent du TNF qui est responsable de la neutropénie. Le mécanisme de la neutropénie dans l'aéricelle, c'est via la production de cytokines par ces lymphocytes B malades, plus que par l'infiltration médulaire qui n'était pas catastrophique ici, et encore moins dans le sang. Et qui sinon aurait touché quand même d'une certaine façon les rouges aussi. Et alors, on n'a pas d'anémie, ce qui Ouais. montre bien que le phénomène n'est Ouais. pas central, sinon on aurait une Ouais. petite anémie. Ouais. Il y avait encore il y avait une question à un moment donné. Oui, Oui. Mathieu. Attends. On sait à quoi est dû l'aspect chevelu des cellules qu'on voit à la morpho. Mais justement, je ne voulais pas cette question. Pourquoi est-ce qu'elles sont chevelues? Je ne voulais pas cette question parce que Mais c'est peut-être j'ai téléphoné à mes amis pathologistes en disant mais pourquoi ces cellules ont un cytoplasme? Il doit y avoir une mutation dans les gènes du squelette de la cellule, mais personne ne connaît la réponse. Enfin, je n'ai pas trouvé la réponse en tout cas. C'est une cellule qu'on ne connaît pas à l'état normal. Non, Par rapport aux autres il lymphomes, doit y avoir une Il n'y a mutation pas qui de change. héricelle connu à Les l'état cellules normal. chevelues, non. C'est pour ça que c'est très, très impressionnant. D'ailleurs, dans les cours, tout le monde parle de ces cellules chevelues, alors que c'est rarissime, mais c'est tellement impressionnant comme image. Mais il doit y avoir des anomalies dans les gènes qui sont responsables du cytosquelette, du cytoplasme. Mais c'est vrai que je ne voulais pas cette question. Je n'ai pas trouvé la réponse. Eh bien, mais voilà, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Très beau cas, Et Bravo. pas la semaine prochaine, la semaine suivante.